Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous parler de 5 films avec des romances lesbiennes ou des lesbiennes que j'ai adoré voir et que vous aussi vous devriez voir. Donc ça va être mes petites recommandations de mes films préférés avec des romances lesbiennes. Donc j'en ai choisi 5 et ces 5 films qui sont tous différents les uns des autres. Il y a des films plutôt d'horreur, d'autres d'humour, d'autres des drames même. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et quoi que tu aimes, je suis sûre qu'il y aura un film qui te plaira. Voilà, donc j'ai essayé de varier un petit peu les genres de films pour que ça puisse plaire à tout le monde. Et j'ai déjà fait cette vidéo du coup avec les livres qui contenaient des romances lesbiennes et des séries. Et maintenant on s'attaque enfin au film. Et bien sûr, comme pour les dernières vidéos, n'hésitez pas à dire en commentaire vos recommandations de films avec des romances lesbiennes. Ça m'intéresse toujours d'en découvrir de nouveaux. Et aussi ça peut faire des recommandations pour les autres personnes qui vont voir les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos films préférés. Et c'est parti pour que je vous partage mes petits bébés. Donc déjà, le premier film dont on va parler dans cette vidéo, c'est The Fallout. Cet accent anglais, Maïva. Premier point à propos de ce film, il y a Jenna Ortega dedans. Et c'est pour ça que j'avais regardé ce film, d'ailleurs, moi de base, parce que je l'adore. Vraiment, moi je regarde les films à cause des actrices et je suis sûre que ça me mènera à ma perte à un moment donné, parce que là je me suis retrouvée face à un film qui était juste beaucoup trop triste. Ce film raconte l'histoire de Vada qui étudie dans un lycée aux États-Unis et un jour une fusillade a lieu dans son lycée. Vada, elle réussit à survivre à la fusillade en se cachant dans les toilettes avec une autre fille, elle la connaît pas trop à ce moment-là. Cette fille c'est Mia qu'on connaîtra plus au fur et à mesure du film. Ce film il nous montre du coup cette journée quand elle est partie à l'école en pensant que tout serait normal, que ce serait une journée normale. Ça raconte du coup cette journée, ce qui s'est passé, la fusillade qui a eu lieu, et ça raconte aussi et surtout le après, ce qui s'est passé, avec notamment le stress post-traumatique, et ça nous explique le traumatisme que cette journée a été pour elle. Donc ça parle beaucoup de Vada, mais on a aussi Mia qui est à côté. Vada passe beaucoup de temps avec elle après ça du coup, et les deux jeunes filles se rapprochent énormément. Donc c'est là qu'a lieu un petit peu la romance lesbienne, mais c'est pas le plus important du film, et c'est vraiment pas ce qu'on retient du film. Ça explique vraiment ce que des élèves qui ont vécu un événement comme ça ressentent après, et comment ils vont réussir à survivre, comment ils vont pouvoir retourner à l'école après ça, parce que c'est très difficile de pouvoir y retourner. Je vais rien vous cacher, ce film il est très dur à regarder, mais c'est quand même un sujet très important et je pense qu'il faut le voir, mais âme sensible s'abstenir quand même. Ce film il aborde donc oui le stress post-traumatique, mais aussi les différentes réactions par rapport à un tel événement, la réaction des familles, des amis, qu'est-ce qui se passe autour d'une personne quand il y a ça qui arrive. C'était très dur de se plonger comme ça dans la vie de Vada, mais c'était aussi du coup très intéressant de voir toutes les différentes réactions autour d'elle. Donc c'est un très bon film, il y a Jenna Ortega dedans, et il y a d'autres actrices que vous connaissez sûrement dedans aussi. Il y a Maddie Ziegler qui interprète Mia, il y a aussi Julie Bowen qui interprète la mère de Vada dans le film, et vous la connaissez sûrement parce qu'elle joue Claire dans Modern Family, et c'était trop bien de la retrouver dans un rôle comme ça. On n'a pas l'habitude de la voir dans un rôle comme ça, tu vois. Et dans le film, Vada va avoir une psy, c'est d'ailleurs des moments très très touchants, et la psy, c'est Shailene Woodley qui la joue, voilà, donc c'est triste dans Les Divergentes, mais c'est pas que ça, mais c'était cool de l'avoir là. Et voilà, il y a Shailene Woodley dans le film. C'est un film très touchant et je vous le recommande vraiment. Et du coup, moi, en 2021, je l'avais acheté sur Apple TV, ce film. Mais je pense pas que The Fallout soit disponible sur une plateforme pour le moment. Mais voilà, il est pas sur Netflix ou quoi pour le moment, j'espère que ça arrivera. Donc voilà, The Fallout, c'était un peu le film le plus dur que j'avais à vous parler dans cette vidéo. Maintenant, on passe à des films beaucoup plus légers. Enfin, le prochain, il est pas léger, il est... Le prochain, c'est 3 films, déjà, donc ça fait 3 films en un. Et c'est des films d'horreur. Donc, je sais pas si c'est léger d'en parler, on passe tout de suite à la trilogie Fear Street. Fear Street, c'est 3 films qui sont sortis sur Netflix à l'été 2021. Honnêtement, moi, de base, je suis pas fan des films d'horreur, mais là, c'est des films d'horreur, ça va, parce que ça nous fait pas sursauter, c'est pas des peurs jusqu'à ce que tu te caches les yeux, c'est quand même des films d'horreur qui sont regardables. Pour commencer, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces 3 films. Donc le premier film s'appelle Fear Street Partie 1 1994, et comme son nom l'indique, il se passe en 1994. Merci Maïva. Donc ce film se passe dans la ville de Shadyside. Cette ville a un passé quand même tragique, étant donné qu'assez régulièrement il y a des crimes qui ont lieu, des meurtres brutaux et aléatoires au final, qui ont lieu dans cette ville, et c'est ça qui fait que cette ville, j'aimerais pas trop y habiter, étant donné qu'il y a des meurtres assez souvent. Et concrètement, on sait pas pourquoi il y a tout le temps eu ces meurtres, mais il y a des rumeurs comme quoi ces meurtres seraient la cause d'une malédiction que Sarah Fier aurait lancée sur la ville. Sarah, c'était une sorcière qui vivait dans cette ville il y a très très longtemps, et avant de se faire exécuter pour sorcellerie, cette sorcière aurait jeté une malédiction sur la ville qui fait que de temps en temps il y aurait des meurtres. Voilà, donc c'est la malédiction de Sarah Fier. Cette sorcière est morte en 1666, mais depuis il y a des meurtres qui arrivent, donc c'est trop chiant. Et nous, on suit un groupe de lycéens
qui décident, enfin malgré eux, hein, parce qu'ils ont fini par être maudits eux aussi par la malédiction et par Saraphir, par une raison que je vous expliquerai pas et que vous devriez voir dans le film, ils ont été maudits en quelque sorte et ils sont poursuivis par tous les criminels. Ils essaient, eux, ce petit groupe, de mettre fin aux malédictions dans ce premier film. Dans ce groupe de lycéens, nous avons deux personnages féminins, on a Dina et son ex Sam, et toutes les deux, elles finissent par se rapprocher parce qu'au fur et à mesure des épreuves, tu combats des meurtriers tout au long de la nuit, ça rapproche apparemment. Et donc cette petite romance-là entre ces deux filles, ça apporte un petit peu de légèreté au film et ça apporte de l'amour, de la beauté à ce film qui est quand même, ma foi, très horrible. Donc voilà, dans ce premier film, ils essaient de mettre fin aux malédictions. Ensuite, le deuxième film se passe en 1978, il revient dans le passé pour se concentrer sur une série de meurtres qui étaient intervenus au camp Nightwing. On en apprend un petit peu plus sur la malédiction grâce à ce film-là. Et le troisième film, lui, se passe en 1666. Vous souvenez-vous de ce qui s'était passé en 1666? La mort de Saraphir. Donc le troisième film, la première partie du moins du troisième film, se concentre sur la vie de Saraphir, de cette sorcière. On apprend du coup pourquoi elle a maudit la vie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la deuxième partie de ce film revient en 1994 avec le groupe de lycéens qui essaie une bonne fois pour toutes de mettre fin à la malédiction. Bref, voilà. Donc moi, ces trois films, j'avais dû les regarder 3 fois chacun à leur sortie, et j'avais vraiment adoré parce qu'en fait, c'est des films d'horreur qui font déjà pas si peur que ça, et c'est une histoire, tu te plonges vraiment dedans, et c'est trop sympa d'en apprendre un petit peu plus à chaque fois à travers les 3 films. Et aussi, c'est des films qui restent très drôles, puisqu'il y a plein de moments qui sont pas mal fun, et c'est aussi des films qui partagent de très belles histoires d'amour, notamment cette histoire avec les deux jeunes filles, qui est une très belle histoire, et c'est trop cool puisqu'il y a 3 films à regarder, donc tu te fais ça sur plusieurs soirs, c'est sympa, et en plus Halloween arrive là, donc c'est le moment de les regarder. Et si tout ce que je vous ai dit ça vous a pas encore trop donné envie de voir ces films, laissez-moi vous parler des actrices qu'il y a dedans. Déjà, on a Sadie Sink, l'actrice de Max dans les Stranger Things. Ça commence bien. Ensuite, on a aussi Emily Rudd, que vous connaissez sûrement parce qu'elle joue Nami dans les One Piece, enfin dans la nouvelle série live action One Piece. Et aussi on a Maya Hawke, voilà, donc l'actrice de Robin dans Stranger Things. Donc voilà, moi j'ai bien aimé retrouver ces actrices là dans ces films. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé ces petits films là, je pense que je vais me les refaire avant Halloween, puisque là en parlant ça me donne trop envie de les revoir. Regardez-les pour Halloween, et nous on passe tout de suite au prochain film. Maintenant qu'on a parlé d'un film parfait pour regarder à Halloween, parlons d'un film parfait pour regarder à Noël. On va parler d'un film de Noël, voilà. Donc là vous vous dites, mais Maëva, tu ne peux pas parler d'un film de Noël et qu'il y ait des lesbiennes dedans. Figurez-vous que si, il y a un film de Noël avec une romance lesbienne et, cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, il y a Kristen Stewart dedans. Que demander de plus? Si vous aimez pas les films de Noël, bienvenue au club, moi non plus, je déteste ça, mais ce film-là, je l'adore de tout mon cœur, genre vraiment. Ça s'appelle Happiest Season, en anglais, avec cet accent encore merveilleux. En France, ils ont un peu déraillé puisqu'ils ont décidé d'appeler ça Ma belle famille, Noël et moi. À quel moment tu traduis Happiest Season par cette embrouille-là? C'est... Pourquoi faire? Bref, du coup j'aime pas du tout le titre en français, donc on va appeler ce film Happiest Season. Ce film est sorti en 2020 et depuis je le regarde une fois par an, au mois d'août, hein. Non, je le regarde au mois de décembre, hein, avant Noël, puisque c'est un film de Noël. Et ce film j'aime bien parce que c'est devenu un petit rituel pour moi, tous les ans je me le fais une fois quand Noël arrive. Et j'aime trop me regarder ce petit film, c'est le seul film de Noël dont j'ai besoin dans ma vie, c'est le seul que je regarde. J'aime beaucoup ce film, donc là j'ai trop hâte d'être rendue à Noël pour pouvoir le revoir encore une fois. Donc l'histoire de ce film est quand même très basique, hein, ça reste un film de Noël, mais je trouve que c'est fort sympa quand il y a des lesbiennes impliquées dedans. Donc ça raconte l'histoire de Abby et Harper qui sont en couple depuis maintenant quelques temps. Et Harper propose à Abby de venir passer Noël chez elle et chez sa famille, parce que Abby malheureusement elle a perdu toute sa famille, et elle passerait Noël seule si elle allait pas dans la famille d'Harper. Donc elle accepte, et elle est même contente de passer Noël chez sa copine, et pour rencontrer surtout tous les membres de sa famille qu'elle ne connaît pas encore. Donc trop cool. Sauf que non, c'est pas cool, puisque Harper n'a jamais fait son coming out à sa famille, personne sait qu'elle est lesbienne, et personne sait qu'elle a une copine. Du coup, ce qu'elle a dit à ses parents pour ramener Abby à la maison, c'est que c'est sa coloc orpheline qui n'a nulle part où passer Noël. Voilà, donc ça commence bien, donc il y a plein de situations ultra drôles où tout le monde est triste pour elle parce qu'elle a perdu ses parents alors que... Enfin bref, c'est trop drôle. Dit comme ça, c'est pas drôle, mais dans le film, c'est drôle. Donc une fois rendue dans la famille d'Harper, les deux doivent faire attention à pas élever les soupçons, donc elles doivent se cacher, tu vois. Mais Harper, elle veut faire son coming out à sa famille, hein, c'est juste qu'elle estime que c'est pas encore le bon moment, vu que son père essaie de se faire élire comme maire de leur ville. Donc il y a plein d'événements qu'ils doivent faire et elle trouve que c'est pas encore le bon moment pour l'annoncer à sa famille. Donc elle se cache pendant toute la période de Noël et elle ne disent rien à personne. Donc voilà, évidemment qu'il y a des retournements de situation, il y a plein de trucs chouettes à voir, d'autres trucs qui sont plutôt tristes à voir,
d'autres trucs qui sont trop drôles. Bref, je vous le recommande vraiment, regardez-le à Noël, c'est vraiment un film qui redonne le sourire et ouais, il est même beau à la fin, c'est un très beau film sur le coming out au final. En plus, il n'y a pas de raison de pas le regarder là parce qu'il est sur Netflix. Moi qui l'avais acheté sur Canal+, je l'avais acheté moi, parce que je me disais de toute façon je le regarde tous les ans, je l'achète. Qu'est-ce que je vois, il est sur Netflix maintenant. À part dépenser de l'argent pour rien, je ne sais pas ce que je fais. Vous pouvez le regarder, il est sur Netflix et c'est franchement un très bon film, regardez-le à Noël. Et voilà, moi j'ai trop hâte qu'on soit de retour en période de Noël pour le revoir. Maintenant on passe à un film qui est sorti cet été et qui n'a eu aucune pub. Je sais pas c'était quoi l'objectif marketing derrière ce film, mais en tout cas personne n'en a parlé à part des gens sur Twitter et d'autres qui ont fait des vidéos sur YouTube. Mais je comprends pas pourquoi on en a pas autant parlé, parce que ce film il est trop cool. C'est tout simplement Bottoms et je pense que ce film c'est celui qui m'a fait le plus rire cette année. Et je trouve ça assez horrible qu'en France il y a eu aucune communication à propos de ce film et qu'il soit pas sorti en cinéma. Parce que il est tellement bien, j'aurais trop aimé le voir sur grand écran. Là j'ai dû chercher pendant 1000 ans un site de streaming pour pouvoir le regarder, donc c'est à ça qu'on est réduit en France pour regarder ce film. Parce qu'il est dispo nulle part, là même si tu veux l'acheter sur un site, c'est pas possible pour le moment. Mais je pense qu'il finira par arriver sur un site de streaming. J'espère. Déjà, premier bon point de ce film, il y a deux actrices que j'adore dedans. Il y a Rachel Sennott et Ayo Edebiri, deux actrices que j'adore. Pour vous raconter un petit peu l'histoire franchement farfelue de ce film. Donc dans ce film, Ayo Edebiri et Rachel Sennott, elles interprètent deux lycéennes qui créent un fight club, enfin un club de self-défense, dans leur lycée. Un club où que les filles y sont admises. Elles créent ce club dans l'unique but de pouvoir draguer des filles. C'est tout ce que j'ai besoin de vous dire sur ce film, il n'y a rien à ajouter je pense. Faut pas penser qu'on va regarder un film sérieux, ce n'est pas un film sérieux. Dans ce film, il y a plein de moments gênants et ultra bizarres, mais c'est tout ce qui fait le charme du film je pense. Dans ce film, je pense qu'il y a d'autres acteurs et actrices que vous connaissez sûrement. Par exemple, le grand méchant du film, il est interprété par l'un des acteurs principaux de Red, White and Royal Blue, je sais plus comment c'est le titre de ce film en France. Du coup, il y a Nicolas Galitzine dans le film, et il y a aussi une des actrices de Willow, c'est Ruby Creuse, qui du coup joue dans la série Willow de Disney+. J'aime trop d'ailleurs son personnage dans Bottoms, il est trop cool. Donc voilà pour ce film, je vous le recommande vraiment, j'ai passé un bon moment à le regarder. Après voilà, c'est ça, il est dispo nulle part pour le moment. Donc voilà pour Bottoms, je vous le recommande vraiment, et on passe tout de suite au dernier film de cette vidéo. Avec ce dernier film, on change totalement de registre. On est passé de Bottoms à Le portrait de la jeune fille en feu. Le portrait de la jeune fille en feu, c'est un film magnifique, c'est un de mes films préférés de tous les temps, il est juste exceptionnel, il est excellent, il est magnifique, c'est un film français de Céline Sciamma, que demander de plus? On a Adèle Haenel dedans, mais c'est ça en fait, c'est le film parfait. Est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin en vous parlant de ce film en dernier? Totalement. Ce film, déjà, si tu aimes les filles et que tu ne l'as pas encore vu, cours! Parce que maintenant en plus il est dispo sur Netflix. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas voir Le portrait de la jeune fille en feu. Moi je me le suis refait dès qu'il est arrivé sur Netflix. J'étais obligée, c'est mon devoir en fait. Pour la petite anecdote, ce film, moi je suis allée le voir le jour de sa sortie et je suis allée le voir avec ma classe de cinéma. Parce que en gros à l'époque j'ai été partie faire une mise à niveau pour un BTS audiovisuel dans un trou paumé. Bref, on est allés tous ensemble au cinéma voir Le portrait de la jeune fille en feu. Je ne savais pas ce qu'on allait voir. Je me suis dit on va voir un film avec la classe, ça va sûrement être nul. Je me suis retrouvée devant le film, je me suis dit c'est quoi cette merveille? Je me suis dit mais c'est chouette si on va que voir des films comme ça, franchement entre nous, des films avec des lesbiennes c'est nickel tous ensemble, franchement c'était sympa. Donc voilà pour l'anecdote, moi ce film je le connais depuis le jour de sa sortie et je suis trop contente d'avoir pu le voir au cinéma. Et c'est fou ce film, il y a des scènes, je sais je les oublierai jamais, la scène du musée, il y a plein de moments de ce film, quand j'y pense, je les revois dans ma tête et je sais que je les oublierai jamais. Le portrait de la jeune fille en feu, déjà, ça se passe au XVIIIe siècle sur une petite île. Ça raconte l'histoire de Marianne, une artiste peintre, qui est engagée pour peindre le portrait d'Héloïse, afin que ce portrait soit envoyé au futur époux d'Héloïse, qu'elle ne connaît pas encore. Voilà, c'était fun à l'époque. En tout cas, Marianne doit peindre Héloïse. Mais le problème est le suivant, Héloïse refuse de poser pour ce portrait parce que elle refuse de se marier. En même temps, quand tu connais pas ton mari, c'est fun. Donc elle refuse, elle, de poser pour ce portrait, c'est hors de question. Ce qui, entre nous soit dit, hein, ça complique un petit peu le travail de l'artiste peintre, parce que comment t'es censé peindre sans voir le sujet, enfin... C'est un peu chiant comme situation. Mais la solution est la suivante. Marianne se fait passer pour la dame de compagnie d'Héloïse lorsqu'elle part en balade. Donc c'est au bord de la mer, c'est très beau, ça fait des plans magnifiques. Et Marianne, sa mission pendant ses balades, elle est très simple, hein, c'est de se remémorer au détail près du visage d'Héloïse et de comment elle se tire et tout, enfin de toutes les parties du corps d'Héloïse pour pouvoir après
la peindre de mémoire. Au fur et à mesure du temps passé ensemble, les deux jeunes femmes finissent par se rapprocher et c'est une histoire d'amour qui est juste magnifique, elle me fait chialer à chaque fois, c'est tellement beau, enfin bref, c'est magnifique, la scène de fin au musée, c'est... J'ai même pas les mots pour en parler en fait, puis la musique à la fin, en fait, cette scène de fin elle me coupe le souffle. Voilà pour l'histoire de ce film, je m'arrête là, je ne vous en raconte pas plus puisque j'ai pas trop envie de vous gâcher le visionnage du film en vous en racontant trop. Donc voilà pour ce film, je vous le recommande à 100%, c'est peut-être le film que je vous recommande le plus de cette vidéo. Allez regarder le portrait de la jeune fille au feu, vous serez absolument pas déçus, je pense. Et voilà, c'était le dernier film dont je voulais vous parler pour cette vidéo. Voilà pour mes 5 petites recommandations. Ça me tenait vraiment à cœur de vous partager tous ces films, donc j'espère que vous les regarderez et que si vous les regardez, ils vous plairont. Et moi j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous!